Ce soir, votre magazine Stratégie vous conduit au cœur d'un voyage au milieu du grand musée à ciel ouvert qu'est le Cameroun. Nous allons sur ce territoire faire un zoom sur la région du Sud, berceau de l'écotourisme. Et ensuite, nous irons séjourner quelque temps dans le département du Mungo, où l'on pourra apprécier notamment là-bas de grandes chutes. C'est le menu donc de cette édition de votre magazine Stratégie, dont le guide pour le sommaire est Estelle Nyangono. Nous la suivons. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Et il vit l'endurance, la passion, et vous ferez une place au soleil. Stella, longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommaire de votre magazine de l'économie actuelle, nous vous invitons à prendre place auprès de nos reporters pour un autre voyage au cœur du Cameroun, un musée à ciel ouvert. De la station des lacs à Ebolova, aux chutes des Komkan dans le Mungo, en passant par la caverne des fantômes, le centre touristique d'Ontolandom, les chutes de la Dibombe et celles de Popo, nos reporters ont fait le parcours touristique pour vous. Comment se mouvoit l'écotourisme dans ces localités? Comment les Camerounais peuvent-ils participer à la promotion du tourisme local? Comment le marketing touristique peut-il contribuer à vendre la destination Cameroun? Esquisse de réponse avec Yann-Marie Minta. Il est le country manager de Jumia Travel et notre invité, grand témoin. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Pour commenter ces sujets et nous apporter des éclairages supplémentaires, un invité grand témoin, Yann-Marie Minta. Il est le directeur Cameroun de Jumia Travel. Bonsoir. Bonjour messieurs. Bienvenue, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. J'espère que vous avez fait un bon voyage jusqu'à notre plateau. J'avoue que c'était assez agréable mon voyage. Notre rédaction vous a convié parce que nous parlons dans cette édition de tourisme et précisément d'écotourisme à travers deux sites, deux régions choisies au Cameroun. Est-ce que pour vous le potentiel touristique camerounais est suffisamment valorisé? Là encore, je parle de votre expérience à Jumia Travel. Alors, suffisamment valorisé par qui? Je dirais qu'au Cameroun, on a vraiment un potentiel touristique énorme. Vous savez, le Cameroun est à cheval entre, on va dire quoi, les tropiques et la zone équatoriale, ce qui fait que le Cameroun, c'est un peu l'Afrique en miniature. Maintenant, il faut quand même savoir que le tourisme, je suis né dans les années 90-80, donc j'ai trouvé ça ainsi. Le PIB, la contribution du tourisme au PIB du Cameroun est juste de l'ordre de 5%. Ce qui fait que, par réflexe, peut-être l'État ne concentre pas tous ses efforts là-dessus. Et du coup, on pourrait conclure que c'est pas suffisamment valorisé quand on regarde les sites, etc. Donc, il y a beaucoup à faire. On va voir dans les reportages qui vont suivre quelle est la réalité du tourisme pour, je le précise, les régions et les sites touristiques choisis. Mais je voulais, avant de voir le premier reportage, vous demander à vous de votre expérience à Jumia Travel, la vôtre personnelle, mais celle de votre groupe. Oui. Comment vous appréciez, vous avez commencé à indexer l'ITA, mais comment vous appréciez l'essor touristique aujourd'hui au Cameroun? Parce qu'il y a quand même une volonté politique avérée et le potentiel existe.
Oui, effectivement, si on se base sur les chiffres, on va dire que il y a de cela 2 ans, la contribution au PIB était de l'ordre de 3%, un peu plus de 3%. Aujourd'hui, on est à 5%. Aujourd'hui, on a, je pense, plus de 900 000 visiteurs au Cameroun, ce qui est en croissance. Également, il y a des événements que l'État a su, des opportunités du point de vue touristique que l'État a su mettre en exergue, notamment la CAN féminine, la CAN qui viendra. Donc des efforts sont réunis pour que le tourisme se développe, mais je précise malheureusement qu'il reste beaucoup à faire encore. Vous êtes opérateur économique, pour parler de votre entité commerciale. Est-ce que les chiffres sont bons pour Jumia Travel? Jumia Travel est au Cameroun depuis environ 4 ans. Nous sommes encore là, ça veut dire qu'il y a des raisons d'espérer, les chiffres sont bons. Je ne vous communiquerai pas nos chiffres ici sur le plateau, mais il y a de la croissance. Et tout comme le gouvernement camerounais, tout comme les pouvoirs publics, la société civile qui s'investit dans le tourisme, il y a encore beaucoup de choses à faire et nous sommes jeunes. On met la main à la pâte et on garde espoir, tout va bien. Monsieur Minta, vu la jeunesse de Jumia Travel, vous ne connaissez peut-être pas encore tous les sites touristiques camerounais, notamment ceux qui ne sont pas encore répertoriés et qui ne bénéficient pas du financement de l'État pour leur entretien et leur restauration. C'est le cas dans la région du Sud, berceau de l'écotourisme, où se trouvent notamment les stations d'Elat à Ebolova, ainsi que la caverne des fantômes. Un potentiel touristique jusqu'ici très peu connu, mais qu'il faut aller découvrir. Guide touristique pour cette première étape, Estelle Nyangono et Arnaud Ndal, reportage. Selon l'édition 2017 de l'indice mondial de la compétitivité touristique qu'a publié le Forum économique mondial, le Cameroun figure parmi les 17 destinations touristiques africaines offrant les prix les plus compétitifs dans le monde. Nous avons pu le constater en novembre dernier dans notre série dédiée au potentiel touristique du Cameroun Afrique en miniature, grâce aux Grassfields qui ont la particularité d'être un musée à ciel ouvert. L'on ne saurait s'arrêter en si bon chemin tant le potentiel touristique du Cameroun est vaste, à l'image des 413 000 étendues de forêts et d'eau du Sud Cameroun. Qu'en est-il du tourisme dans cette région? Stratégie a repris la route pour vous à la découverte du Sud Cameroun, berceau de l'écotourisme. À l'image du Cameroun, le Sud est une destination complète. Comme un immense manteau végétal, la forêt tropicale, zone par excellence d'agrotourisme et d'écotourisme, le visiteur ne sait où donner de la tête, d'où notre morceau choisi des bons plans touristiques. Première escale, la capitale régionale du Sud. L'histoire raconte que c'est sur l'une de ces montagnes qu'un chasseur aurait trouvé un chimpanzé pourri à l'ère de l'administration coloniale, d'où l'appellation Ebolowa, qui par la suite est devenue Ebolowa. Son histoire coloniale, ses mystères et sa population chaleureuse font son charme. Le mythique temple de la station d'Elat rappelle le passage des missionnaires d'origine américaine dans cette commune. Construit à proximité du centre-ville en 1932, le temple d'Elat est considéré comme la plus prestigieuse des églises dans cette contrée grâce à son architecture rustique et à son histoire. Ce grand temple, comme vous le voyez, a été construit et dédié au Seigneur en 1932. Les travaux ont duré 3 ans. Donc en 1929, les travaux ont commencé. Le ciment, le fer, tout venait des États-Unis, en dehors des blocs cuits qui ont été fabriqués ici à Elat. Le reste venait des États-Unis par bateau
et les ouvriers les transporter. Bien. C'est la salle réservée aux réunions de la session. Ce temple a ce que nous pouvons appeler un bunker. Je vous présente juste l'entrée. Il y a des escaliers et en dessous, on peut trouver une autre salle aussi grande que celle que nous venons de visiter. Bien, on nous dit que cette salle servait des réunions secrètes aux Américains. Et le long, c'est-à-dire que le long de la salle jusqu'à de l'autre côté de la route, là vous pouvez trouver un tunnel qui amenait les Américains vers la maison principale. Berceau du protestantisme dans la région du Sud Cameroun, le Temple d'Elat, lieu de pèlerinage, accueille en moyenne 2000 visiteurs par an et survit grâce aux dons de ces visiteurs venus des 4 coins du monde. Presque chaque jour, nous recevons des visiteurs que nous pouvons appeler des touristes. Et la session a pris une résolution même de laisser la porte centrale ouverte. Le matin, nous l'ouvrons pour la refermer le soir parce que nous n'avons pas encore un guide touristique qui est là. Nous sommes l'haricot. Cependant, il convient de souligner que la richesse touristique des Bolova ne se limite pas à la seule station d'Elat. À une vingtaine de kilomètres de cette dernière, nous rencontrons Jean-Claude. Il nous accueille dans son village, Nko-Etche, qui doit une partie de sa notoriété aux grottes préhistoriques de Mbilbekon, entendez la caverne, aux fantômes. Curieux, Jean-Claude nous y conduit. Nous sommes à l'entrée. À l'entrée qui mène vers Mbilbekon. On va peut-être vers environ 40-50 mètres de la chaussée. Bon, on te suit alors, Allons. Voici les décors. C'est en plein dans le champ de cacaoyers. En plein dans le champ de cacaoyers, vous savez que essentiellement, les populations du Sud sont des grands agriculteurs, cultivateurs de cacao. Mbilbekon, c'est un endroit chargé de beaucoup de mystères. Comme nous disaient nos parents, que je ne sais pas, il y a beaucoup d'autres mystères qui ne sont plus visibles. Quand il y avait un grand événement, par exemple un deuil d'un patriarche, les poulets blancs sortaient pour nous annoncer un événement important, un événement mauvais ou heureux. Nous voici donc à l'entrée de Mbilbekon. Mais avant d'entrer, il faut faire quelque chose. Avant d'entrer, il y a les rites que nos grands-parents nous ont appris. Donc, on fait un sacrifice pour les ancêtres, un geste symbolique. Avant, on donnait les bêtes vivantes, une chèvre, un porc, on sacrifiait ici. Ok, donc je peux déposer quelque chose de symbolique avant qu'on ne traverse. Oui, oui. Bon, d'accord. Ok. Voilà, merci. Allons donc. Bon, ici, il existe 2 galeries, comme je vous l'ai dit. Voilà la galerie qui est une issue. Cette galerie pénètre jusqu'à environ 40 mètres. Il y a une issue de l'autre côté. Là-bas, l'autre galerie qui est là-bas, oui. Il y a un monstre. Il y a un monstre là-bas, il n'y a pas d'issue. Un monstre, maintenant, on peut l'appeler un dragon. Nos anciens avaient leur nom. On appelait ça Ebibi. Il y a les Allemands qui étaient venus là.
vers 1900, ils sont partis à 7. Ils ne sont plus revenus. Ils sont bloqués jusque là-bas. Voilà la galerie pénétrable, visitable. On peut aller. On va parcourir environ 40 mètres. Oui, on entre dans cette galerie. Voilà. Répertorié par le ministère en charge du tourisme et des loisirs, l'absence de financement rend ardu l'entretien, voire la restauration de ce lieu. D'où un taux de fréquentation moyen de 500 visiteurs par an pour ce site millénaire. Il y a une galerie, là-bas, on appelle cela galerie magasin. Il y a les trous, il y a les insectes qui ne vivent qu'ici en Bi. Ils ne sont nulle part ailleurs. Dans ces trous, habituellement, il y a les chauves-souris qui sont là-bas. On les voit là. Voilà faites une prise là-bas. Bon, il y a les poteaux. On appelle ça scientifiquement, comme vous savez vous-même, les stagmites ou quoi, je ne sais pas exactement. Quelque chose de comme ça. Voilà. Bon, ici, la galerie se fait un peu haute. On peut se placer debout par rapport à là où on est entré. Ici, c'était un hôtel où les ancêtres sacrifiaient les enfants en leur temps, avant l'arrivée du christianisme. On sacrifiait les enfants, ici les femmes, beaucoup d'autres bêtes. On les sacrifiait pourquoi? Bon, ils avaient leur rite. Le christianisme n'était pas encore... Et on était animistes. Ils croyaient à beaucoup d'autres dieux. Ici, il y a des poissons qu'on peut voir en leur temps. Vous ne voyez aucune perfection humaine ici, là, comme vous pouvez le voir. C'est tout à fait naturel. Les trous, là, les insectes, les chauves-souris, tout cela, les ruisseaux. Rien. Rien qui n'est fait par l'homme. Voici la fin de la galerie. Il y a les bacons qui sont dedans. Il faut avoir beaucoup de cartes pour les voir. Donc, si vous êtes étranger, vous ne pouvez pas les voir. Mais cependant, on peut les invoquer de temps en temps. Et est-ce que lorsque vous les invoquez, ils se manifestent vraiment? Ils se manifestent. C'est un lieu chargé de beaucoup de mystères, de bocons. Bon, vous allez voir là-bas, vous pouvez entrer. Quand vous entrez dans le bocon, vous pouvez sortir sans que le bocon vous marque. Vous marque peut-être une tache à l'épaule, au pied, partout. Vous allez sortir avec une tache. On sort maintenant. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les marques que les bacons nous ont. Vous avez vu? Oui. Sur tout le monde, quoique sur vous aussi. C'est partout. Non, par contre sur le caméraman. Et c'est marqué par les fantômes de Mbilbokon que mon caméraman et moi, nous rendons vers un autre site féerique au potentiel touristique et économique énorme et toujours en plein cœur de la forêt équatoriale. Alors Yann-Marie Milsa, voilà pour ce premier reportage sur le potentiel touristique. Quand vous voyez cette présentation, qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui travaillez sur le développement et la commercialisation des sites touristiques? Bah, écoutez, c'est vraiment une source d'inspiration parce que justement chez Jumia Travel, on a à cœur de répertorier tous ces sites. Maintenant, fort heureusement, il y en a énormément, mais ça demande également énormément d'efforts. Et voilà. En ce qui concerne cette station-là, je pense que qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être essayer de communiquer davantage
sur ce site. D'abord leur existence. L'existence, parce qu'il faudrait déjà que les Camerounais, parlons pas seulement des étrangers parce qu'on a ce réflexe-là, il faudrait déjà que les Camerounais sachent que ces sites existent, sachent que ces sites-là sont en quelque sorte, pas en quelque sorte, mais vraiment la mémoire du Cameroun, de la nation camerounaise. Et maintenant, il y a plusieurs moyens de communication. Il peut avoir, je veux dire, au niveau des médias, je parle de vous, Canal 2, je parle des chaînes radio, je parle des e-médias. Ce serait bien quand même de consacrer, de créer ce type d'émission, ce type de thème, où on pourrait parler davantage de ces sites-là, pour que les Camerounais découvrent et apprennent à aimer ces sites, apprennent à aimer leur pays, visitent, se déplacent pour visiter, contribuent au développement. Et cette contribution-là encouragera l'État à faire davantage d'efforts, d'appui pour l'accompagnement. On a vu dans ce reportage, pas pour vous couper, mais pour compléter, la caverne des fantômes. C'est ainsi qu'est nommée cette caverne souterraine qui, selon notre reporter, se trouve, et on l'a vu en image, se trouve sous une cacaoyère. On est là dans ce qu'il faut appeler l'écotourisme. De manière précise, est-ce qu'il s'agit là d'une niche? On a les grandes opportunités touristiques. On peut donc aller par segment. En matière d'écotourisme, il faut creuser davantage, il faut davantage aller montrer. Là aussi, on peut mieux vendre l'image Cameroun, de la destination Cameroun. Naturellement. C'est vrai que le nom La Caverne des Fantômes, ça peut effrayer d'aucuns, mais plus sérieusement, ce que j'ai vu, un tunnel souterrain avec 2 voies sous une cacaoyère, c'est assez inédit, c'est assez fantastique. Et c'est vraiment dommage, je me répète, mais c'est le cas, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas connu. Je vous avoue que personnellement, en tant que country manager de Jumia Travel, je découvre ici ce site-là. Et il faudrait absolument qu'en plus de l'État, que les opérateurs privés puissent davantage mettre des financements pour que ces sites soient aménagés. L'avantage avec le tourisme, c'est que c'est déjà quelque chose qui existe. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste maintenir, c'est juste entretenir. J'ai envie de dire que c'est un don de la nature qu'il faut juste maintenir sur pied. Alors, on a pu voir également que ce sont des sites qui existent, qui fonctionnent grâce aux dons, des donations faites par des visiteurs. Pour les quelques rares qui s'y rendent, cela implique que la communauté doit davantage s'investir. Dans la promotion du tourisme, est-ce que chaque citoyen, là où il est, qui connaît la valeur touristique d'un espace, peut et doit contribuer à valoriser ce site? En effet, les Camerounais, nous devrions promouvoir le Cameroun, parce que promouvoir le Cameroun, c'est promouvoir la destination Cameroun, c'est promouvoir le tourisme. Maintenant, combien, avec tout le respect que je dois à notre jeune nation, combien de Camerounais ont à cœur vraiment de découvrir leur pays? Je pense qu'il faudrait peut-être commencer par là. Il ne s'agit pas juste pour le ministère du Tourisme de travailler tout seul. Qu'est-ce que vous faites à Jumia pour davantage susciter cette envie, cette curiosité auprès des Camerounais? Écoutez, c'est une très bonne question. Ça me permet un peu de dire au grand public ce que Jumia Travel fait. Écoutez, régulièrement, j'ai envie de dire chaque mois, on organise des voyages de presse. C'est-à-dire que nous, on a choisi de vous faire découvrir, vous aussi, comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous faire découvrir des sites touristiques comme Ekomkan, comme les lacs jumeaux et bien d'autres, pour que ceux qui ont à cœur, ceux qui ont la charge de distiller l'information puissent déjà savoir de quoi il s'agit et communiquer via la presse, via les médias, etc. Ça, c'est la première chose qu'on fait. On ne se limite pas là. Maintenant, pour avoir des clients, forcément, il faut en parler. On a tout un service qui fait la promotion des sites touristiques. On discute même avec les partenaires. Dernièrement, j'étais au site de Kolandom, au sud, que je connais, que j'ai eu la chance de découvrir et tout, où j'ai rencontré des responsables, pour qu'on rentre en partenariat, pour justement promouvoir ces sites-là. Nous sommes également en partenariat avec certaines agences de voyage que je ne citerai pas ici, qui ont des difficultés à communiquer sur les sites touristiques, qui malheureusement ont un chiffre d'affaires
astronomique avec les pays étrangers tels que l'Afrique du Sud, qui est numéro 1 en termes de compétitivité touristique. C'est-à-dire que finalement, on a des Camerounais, on a des expatriés qui créent de la richesse ici et ensuite dépensent ailleurs. Donc c'est un peu la triste réalité. Et Jumia Travel voudrait ajouter une petite pierre à cela pour que ça change. Mais ça ne changera pas du jour au lendemain, c'est clair. Ça va changer avec la contribution de tout le monde et la rédaction de stratégie et l'équipe de production ont pris cette option de faire connaître le Cameroun, grand musée à ciel ouvert. Et cette deuxième édition vient avant une autre qui va, cette fois-là aussi, présenter d'autres régions du pays pour ce qu'elles offrent comme potentiel, mais également comme industrie touristique. Vous avez cité le complexe de Nkolandom. Nos reporters qui étaient dans la région du Sud ont fait un arrêt dans cette entreprise parce qu'il s'agit bien là d'une entreprise touristique dont le taux de visite élevé a porté en 2017 le chiffre d'affaires à 250 millions de francs, ce qui est remarquable. On peut voir effectivement qu'avec plus de 7000 visiteurs cette année-là, l'activité économique là-bas est très portée puisqu'il y a davantage du tourisme d'affaires. On a constaté qu'en semaine, le centre touristique de Nkolandom fait salle comble, pour ne pas dire site plein, mais que les week-ends, c'est plutôt souvent vide. En tout cas, retour sur le site de Nkolandom avec une fois encore Estelle Nyangono et Anondal qui nous présentent dans ce complexe touristique. En cette matinée de février 2018, sur l'axe Ebolova-Ambam, soit à 18 km du centre-ville de la capitale régionale du Sud, l'on est stupéfait par la splendeur de nombreuses grottes. D'une vingtaine de mètres de haut, leur majesté éblouissante nous conduit au centre touristique de Nkolandom, où nous faisons la rencontre de Laurent Etoile, guide de tourisme. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue au centre touristique de Nkolandom. Merci. Le centre touristique de Nkolandom est une entreprise qui fait dans la vente des produits touristiques, c'est-à-dire dans les 3 secteurs du tourisme, à savoir l'hébergement et la restauration qui vont de pair, les attractions et loisirs, et maintenant les transports. Accompagnés de notre guide, nous allons à la découverte des merveilles de Nkolandom, dont l'une des plus émouvantes est la galerie de grottes préhistoriques qui confère au site une allure baroque. Sur l'une de ses proéminences, la case du chef de Nkolandom. Pour y accéder, il faut s'armer de beaucoup de courage car elle surplombe tous les rochers. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas chaque session qui se tient ici. Il y a des problèmes d'une importance extrême qui sont donc un peu discutés ici. Et lorsque le chef est ici, là, la case retient tout son caractère sacré. À partir de ce promontoire, l'on s'extasie à la vue de ce paysage féerique qu'offrent les montagnes boisées et les prairies enchanteresses de Nkolandom. Si l'on ajoute à ce spectacle palpitant le rocher du lion, le fromager sur une grosse pierre, les galeries rupestres de Nkomeyos, les mystérieux signes pictographiques sur les rochers, le visiteur ne saurait que s'extasier. Les décisions que nous, on prend ici,
qui peuvent être prises ici sont des décisions prolifiques qui vont dans le sens du bien. Et vous voyez cette magnificence qui se manifeste par le fait que le baobab pousse sur le rocher ici. Nous allons faire les grottes derrière. La découverte de ces grottes n'est pas récente. Elle est assez lointaine. Mais l'exploitation proprement dite de ces grottes est récente dès la mise sur pied du site touristique. Et à partir de là, on a eu à faire des études. Déjà, il faut déjà vous le dire, parce qu'on ne parle pas de grottes pour parler ici. Nous parlons de grottes parce qu'il y a eu au préalable des études, des grottes préhistoriques ici. Après une photo souvenir sous cet abri préhistorique, direction le musée des Arts Nègres. Un lieu de préservation, de conservation et de modernisation du patrimoine négro-africain, placé sous l'œil aguerri d'Onel Assaton, conservateur du dit musée. Le musée des Arts Nègres de Nkolandom est une institution privée qui est née en 2004 et il a un fonds muséographie estimé à 2500 objets. Ce sont des objets de diverses catégories. Vous retrouvez ici là, des objets de chasse, de pêche, des cueillettes, des forges, des musiques. Ici, il s'agissait d'autrefois de la maîtrise donc, du feu, la pratique du feu. Et on va également s'arrêter sur ces deux éléments qui ici là, s'agissant ici là de l'enclume avec le soufflet. Ce sont les deux éléments clés de la forge. La parade musicale africaine est riche de cadences et de rythmes où l'on distingue 4 grandes familles d'instruments de musique. Vous avez donc les arianophones, où parmi ces arianophones, on distingue comme autre catégorie d'instruments de musique les flûtes, les sifflets, les trompes, j'en passe, etc. Vous avez également une autre variante de famille d'instruments de musique que nous citons ici là, les idiophones. Et parmi dans ces idiophones, vous avez cette autre catégorie d'instruments de musique que sont les castagnettes ou encore les nias, selon l'appellation en langue boulou. Nous allons passer également à une autre présentation d'une grande famille d'instruments de musique, les cordophones. Et parmi dans ces cordophones, vous avez donc les harpes et le vote. Je m'en vais tout droit m'arrêter sur un instrument de musique phare ici, qui s'agit là d'une vote. Il est à noter cela que de nombreux observateurs et des récits, selon le cas par exemple de Mars Rupibia, il affirme que le vote est essentiellement un mode de transmission par lequel un peuple sans écriture a pu véhiculer son histoire durant des épopées de bouche à oreille. Et la pratique même d'ailleurs du vote se faisait par une initiation qui durait généralement 21 ans. Vous avez là en présentation des objets de métal. Et de ces objets de métal qui étaient utilisés là comme monnaie dans la tradition Kwasso, pour acheter entre guillemets, voire pour doter la femme. Et ici, nous sommes passés à ces formes de monnaie précoloniale pour adopter celle-ci avec le contact des Occidentaux. Ce point d'ailleurs qui ravit le visiteur lorsqu'il est de passage au musée des Arts Nègres de Nkolandom n'est autre que la reconstitution de la cuisine traditionnelle, de la grammaire, dans un village en pleine forêt traditionnelle, qui rappelle ici là le passé nostalgique connu et inconnu pour certains, et avec la disposition de certaines pièces qu'on retrouvait dans nos cuisines traditionnelles. Et ici à l'intérieur, il faut dire que c'était un espace de vie, un espace de grenier, un espace de protection, et c'est ici également que la formation de la jeune fille se faisait. Les œuvres présentées ici sont d'origines diverses, à l'effet de matérialiser le brassage culturel pour un public varié. Le musée des Arts Nègres du centre touristique de Nkolandom, en plus de promouvoir la culture des peuples Fan, Boulou, Béti, fait un clin d'œil à d'autres peuples du triangle national. Il s'agit des peuples Mousgoum. C'est pourquoi au moment où nous effectuons ce reportage, des cases Mousgoum sont en pleine construction. Suivez-moi, allons ensemble découvrir le secret de fabrication de ces cases originelles.
suscitant étonnement, curiosité et même admiration du fait de leur présence en zone forestière, ces cases obus, en pleine gestation et d'origine sahélienne, représentent un patrimoine culturel dont la préservation se veut ici un impératif. Faites à base de matériaux locaux, ces cases sont intemporelles. Pour se maintenir à flot, le musée des Arts Nègres compte en son sein une boutique souvenir à l'effet de fidéliser ses visiteurs, de se rentabiliser et de maintenir les activités économiques des artisans de cette contrée. Une fois la balade entre les 4 haies culturelles du Cameroun achevée, nous retrouvons notre guide. Avec lui, nous visitons l'hôtel du centre touristique de Nkolandom. Classé 2 étoiles, il offre un service de 40 chambres modernes, ancrées dans l'originalité environnementale. Murs en briques de terre, toiture en chaume, lit en rotin, plafond en matériaux de forêt, meubles traditionnels adaptés au confort moderne, autant d'ingrédients qui donnent à ce lieu un charme à la fois traditionnel et moderne, bien que l'énergie électrique soit un point noir sur ce tableau de rêve. Notre spécificité, c'est ce qui fait à ce que nous ayons des gens qui viennent spécialement ici en Nkolandom pour dormir sur ces lits, pour être dans cet environnement un peu moderne, mais qui rentre dans l'Antiquité. Au-delà de son service hôtelier, le centre touristique de Nkolandom, c'est aussi un service de restauration bio, dont les aliments sont produits localement à l'effet de soigner l'alimentation de la clientèle très exigeante, et c'est pourquoi des étangs piscicoles et des plantations s'étendent à perte de vue. On ne va pas aller tous les jours proposer le bar à quelqu'un qui vient de Douala ou bien de Yaoundé tous les jours, alors qu'il a le bar dans les congélateurs des poissonneries tous les jours. Il voudrait bien aussi consommer local. Donc on a voulu qu'on ait le poisson d'eau douce ici, qui est d'ailleurs l'un des plats phares de la maison. En moyenne, par trimestre, 100 000 alevins sont produits ici et revendus à 125 francs l'unité, soit 12 millions de francs CFA, pour une production d'environ 100 tonnes de carpes et de sciures pour le seul bonheur des visiteurs du dit site touristique. Sa taille, il peut peser jusqu'à 5-7 kilos. Hein. Autant d'activités drainant du beau monde pour un tarif moyen de 35 000 francs CFA la nuitée. Cependant, le florilège de difficultés ne permet pas à cette structure de charme de se vendre au mieux, d'autant plus qu'elle excelle dans le tourisme d'affaires. Nous accueillons ici beaucoup plus de groupes. Par exemple, vous avez tout à l'heure un groupe de 38 personnes. Nous avons 40 unités qui peuvent abriter 44. 44, c'est dans le cadre où il y a des familles. Mais si ce sont des personnes individuelles qui ne se connaissent pas, ça sera 40. Et maintenant, quand on accueille un groupe de 40, on ne peut plus accueillir d'autres. Ça fait que on est obligé d'annuler ou bien de renvoyer certains clients. Nous sommes toujours sous le coup des délestages, ce qui abîme déjà notre matériel. Beaucoup, vous voyez, nous fonctionnons avec des contacteurs. Et un contacteur, croyez-vous, coûte 80 000 francs. Et si vous voyez que nous sommes en train de changer chaque mois ou bien chaque semaine 3, 4, 5 contacteurs, parce que toute l'installation est faite sur les contacteurs, ça fait déjà une source de dépenses énorme. Et s'il faille qu'on renforce, comme on a des alternatives, comme je disais, avec le groupe électrogène par exemple, qui consomme 100 000 francs en 24 heures. Oh, Zaba, oi manga, mi ba mi semen ba yabo toa. À l'image des autres régions, le vaste potentiel touristique de la région du Sud ne demande qu'à être exploité
pour une économie de tourisme optimale. Joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant de chez nous. Joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant de chez nous. Yann-Marie Mintsa, vous l'avez dit, à Jumia Travel, vous connaissez bien le centre touristique, écotouristique, précisément de Kolandom, avec ses étangs piscicoles, ses boutiques de souvenirs, son musée, même des produits bio qui y sont vendus. Est-ce que c'est ça qu'on doit avoir comme entreprise touristique? Je parle d'entreprise, nous sommes en train de parler de stratégie. Est-ce que ce qui est mis en œuvre par les promoteurs du centre de Kolandom correspond à ce qu'il faut faire pour la promotion de ce type d'espace? Exactement. Humblement, je pense que c'est vraiment l'exemple à suivre. C'est-à-dire que quand je me suis rendu à Kolandom, je ne m'attendais pas vraiment à voir ça. J'ai vu quelques images. Ça me permet de tirer quand même la sonnette d'alerte sur la communication. J'ai vu quelques images de ce site-là. Je me suis dit, ok, ça paraît joli, il faudrait aller découvrir ça. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des vallées, j'ai vu des étangs. J'ai pas eu la chance de déguster un poisson. J'ai mangé du gibier là-bas, mais c'est vraiment bien aménagé. C'est vraiment bien aménagé. J'ai découvert, j'ai pas eu la chance de visiter depuis l'intérieur le musée. J'ai vu, à cette époque-là, on était en train de construire des huttes en terre battue. J'ai vu de jolies villas. Dites-moi, vous y étiez en semaine ou le week-end? Alors, j'y étais en semaine. Vous voyez que notre reporter a raison de relever que le tourisme d'affaires prime dans ce centre touristique. Et de manière globale, on peut se rendre compte de cela. C'est ceux qui organisent des rencontres de travail, des voyages de presse, qui vont conduire des gens, des citoyens camerounais notamment, et même parfois et davantage étrangers, ce qui est certain, dans ces sites. Qu'est-ce qui fait que le tourisme d'affaires prend le pied sur le tourisme de loisirs au Cameroun? Simplement, il faudrait reconnaître que le Cameroun regorge d'énormes potentialités du point de vue économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en défaire. Le Cameroun a une économie diversifiée, les matières premières, l'agriculture, etc. Donc forcément, il y aura du tourisme d'affaires. Ce n'est pas vraiment le problème, ce n'est pas un problème en soi. Est-ce que la culture camerounaise, nous n'avons pas cette curiosité, ce besoin de découvrir, de vivre la nature, de vivre des espaces touristiques, et aussi, je pense que certains téléspectateurs sont en train d'ajouter, et l'argent. Visiblement, le pouvoir d'achat peut également être un frein à ce tourisme des loisirs. Oui, ça pourrait être un frein, mais parfois, ça peut être un préjugé. Dans ce sens qu'on a des plateformes de réservation, on a des agences de voyage qui font l'effort de développer justement l'écotourisme. On a également des sites, je ne manquerai pas de citer Jumia Travel, où, je prends un exemple, je sors un peu du contexte, à Kribi, vous pouvez avoir un hôtel assez propre pour y avoir logé, 30 000, un séjour en amoureux, 30 000, 2 jours. C'est quelque chose qui peut se préparer sur 1 an. Je veux dire que même nos compatriotes qui font dans la moto le benchiking et tout, ils peuvent prévoir ça. Mais forcément, ce n'est pas fait parce que ce n'est pas ancré dans nos cultures. Mais ce qui m'a fait plaisir quand je suis allé au centre touristique de Kolandom, c'est que j'ai vu de jeunes enseignants, de jeunes encadreurs qui, justement, faisaient découvrir le site à de jeunes écoliers. C'est-à-dire que c'est un geste anodin, c'était des petits bambins. Mais il y a là une transmission. Oui, lente, mais sûre. Je pense que le ministère peut-être de l'éducation, tous les organes en charge de l'éducation ont leur rôle à jouer. Parce que passé un certain âge, on peut dire que l'individu est quasiment un produit fini. L'habitude devient une seconde nature. C'est pas à 40 ans, c'est pas à mon âge qu'on va se passionner pour le tourisme. Tout d'un coup, on aura des objections toujours non fondées. On n'a pas d'argent, etc. Et du coup, c'est pas visité, c'est visité par les étrangers.
Lorsque vous souscrivez à une assurance auto, vous avez le choix entre plusieurs formules correspondant à différents niveaux de protection. La formule tiers, par exemple, contient la responsabilité civile, la défense recours et l'assistance. D'autres formules vous permettent de bénéficier en plus de garanties contre le vol, les incendies, les bris de glace ou de l'avance sur recours en cas de sinistre. Enfin, pour une couverture optimale, préférez l'assurance tout risque qui comprend en plus des garanties précédentes l'option dommage tout accident. Cette assurance couvre tous les dégâts subis par votre véhicule sous certaines conditions. Comment envoyer de la marchandise dans nos pays d'origine à moindre coût, rapidement et par un transporteur de confiance? ETTI permet de répondre aux besoins de la diaspora africaine en Europe pour l'acheminement de colis, de véhicules et de containers vers l'Afrique, par voie maritime et aérienne. Nous sommes également une centrale d'achat pour les entreprises souhaitant collaborer avec des fournisseurs européens. Chez ETTI, nous nous engageons à acheminer vos biens en toute sécurité. ETTI, votre transporteur de confiance. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision. Arrivé au sommet et y demeurer, c'est un master. Il s'appelle Yannick Tanqueux. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Alors dites-moi, à Jumia Travel, comment vous travaillez avec les promoteurs de ces sites touristiques, à la fois pour faire connaître leurs espaces, leurs destinations, mais aussi pour offrir des possibilités à ceux qui, par manque de curiosité ou par défaut de culture touristique, ou encore, comme je l'ai dit, qui pourraient penser, vous dites que c'est un préjugé, penser que ça coûte cher de faire du tourisme. Comment vous travaillez avec les promoteurs pour inciter les Camerounais à faire du tourisme? Déjà, il faudrait approcher les promoteurs. Ça va de soi, mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire que les véritables promoteurs ne sont pas toujours accessibles et il arrive parfois qu'on ne rencontre pas facilement la personne indiquée, la personne qui comprend mieux le business, la personne qui s'est investie. Parfois, on rencontre juste des employés qui ne veulent pas prendre de risques, se disent voilà, c'est un site de réservation, il est tout jeune, qu'est-ce qu'ils font, je ne vais pas prendre de risques, je ne vais pas m'ouvrir à eux, est-ce qu'ils ne sont pas venus nous shipper des informations? Ça, c'est des difficultés qu'on rencontre avec les promoteurs. Le manque d'accessibilité, parfois c'est un peu opaque, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas visiblement à les avoir. J'ai oublié les autres questions. Non, alors la question était vraiment de savoir si vous avez quand même des astuces pour les amener à collaborer avec vous, à mieux vendre ces sites, parce que à la vérité, il faut, vous l'avez dit, il faut faire connaître ces espaces touristiques aux Camerounais. Vous, à Jumia Travel, vous avez des objectifs qui rentrent dans ce sens. Il y a des promoteurs installés. Vous avez la chance aujourd'hui de travailler également avec la technologie. Je ne voudrais pas dire les nouvelles technologies. Donc, vous pouvez toucher plus facilement ces publics qui sont jeunes et qui doivent donc développer la culture du tourisme, l'envie, la passion de découvrir les espaces touristiques. Qu'est-ce que vous dites aux promoteurs des sites touristiques quand vous êtes allé en Colandom? Vous n'avez peut-être pas rencontré le promoteur, mais je vous mets dans cette situation. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites pour les amener à mieux faire connaître leur site, à mieux les vendre et à attirer davantage de visiteurs? Premièrement, je leur dis déjà que leur initiative est bonne, qu'ils ne devraient pas se décourager pour ceux qui ont des difficultés, parce que tous les sites n'ont pas le succès qu'on connaît en Colandom. Deuxièmement, je leur demande vraiment d'aller vers l'inconnu. Et l'inconnu aujourd'hui, pour la plupart des promoteurs d'hôtels, de sites touristiques, c'est Internet, c'est le e-commerce. Il faudrait s'ouvrir, il faudrait collaborer avec d'autres, il faudrait qu'on puisse partager notre expertise. Nos expertises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des promoteurs de sites qui sont vraiment des
professionnels qui maîtrisent, j'ai envie de dire, la nature, les sites touristiques, etc. Vous avez des organismes tels que Jumia Travel où il y a toute cette compétence en termes de e-marketing. Alors on peut mettre ça ensemble et développer augmenter l'image de marque de ces sites-là. Et quelles sont vos relations avec l'État, précisément avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, pour rester dans le tourisme? Je vais vous surprendre, les relations sont bonnes. Les relations sont bonnes. Non, vous ne surprenez pas. Parce qu'au départ, j'avoue que j'ai un peu fustigé l'État. On pourrait s'attendre à ce que, voilà, on est énormément soutenu par le ministère du Tourisme. Il participe à nos événements. On a même eu à collaborer en novembre. Vous savez, le Cameroun avait abrité les trophées francophones du cinéma. C'est-à-dire que entre novembre et décembre, on a eu à travailler avec le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture pour que tout se passe bien. Donc on est soutenu, c'est-à-dire qu'on a l'accompagnement nécessaire. Maintenant, nous sommes conscients que ce n'est pas l'État. L'État nous crée des facilités. Maintenant, c'est à nous de faire preuve d'ingéniosité, de travailler avec les organismes privés pour développer cette site touristique, développer le tourisme. Vous l'avez dit, il faut faire preuve d'ingéniosité. C'est ce qu'a fait l'association Kennec Discovery, conduite par Eva Els, une jeune Camerounaise, qui a organisé un séjour dans le département du Mungo, à la découverte notamment là-bas des chutes de Dibombe et de Mandjo, précisément Popo, c'est comme ça que cela s'appelle. Le guide touristique pour cet autre reportage, c'est Merveline Tapi qui est en compagnie de Brice Arnold Fotso. Voici le reportage sur les chutes du Mungo. Destination Ouest Cameroun. Le domaine, c'est aussi et surtout son lac, le lac Peptenon. Nyangoma, Mota, Kata, Kata. Ha, Basso. Et c'est d'ailleurs sur ce ponton flottant que nous allons mettre un thème à cette belle aventure visuelle et télévisuelle. Après les régions de l'ouest et du sud Cameroun, l'équipe de stratégie a mis le cap sur le littoral, plus précisément dans le département du Mungo. C'est en compagnie de l'association Kennec Discovery que nous sommes allés découvrir pour vous les merveilles qui se cachent dans cette partie du pays. Cette association organise des expéditions à travers le pays dans le but de promouvoir le tourisme local. Et pour cette étape, nous irons au pied des chutes de la Dibombe et de Popo dans l'arrondissement de Mandjo, avant de nous rendre à Ekomkam, chute mythique où a été tournée une partie du film à succès Greystock, la légende de Tarzan. La présence d'un site touristique dans une localité contribue-t-elle au développement de cette zone? Quelles sont les difficultés que rencontrent touristes et organisateurs lors du voyage? Quelles sont les conditions à remplir pour faire partie du périple? Combien cela coûte-t-il aux touristes pour un week-end d'excursion? Nous avons mené l'enquête pour vous. Idée. Oui. Il est 7h45. Le petit déjeuner est servi. Ces personnes ici rassemblées se préparent pour un voyage en terre inconnue. On était à Kribi dernièrement et cette fois-ci on est en train d'aller dans le Mungo. Bon, ça sera un super voyage pour tous ceux qui vont y participer. Et je souhaite déjà bon voyage. Déjà on est en train de prendre le petit déjeuner comme vous voyez. C'était super bon. La suite sera après. À peu près, ça doit être dans le 6e, 7e voyage. On est à Djibamba. On est à Kribi. On est allé même à Ebodje, dans le village des tortues là-bas. On est allé voir les pygmées, beaucoup de choses. C'était super. Dernier réglage avant le top départ. Elle, Satok, promotrice de Kennec Discovery, passe des derniers coups de fil pour se rassurer que tous les touristes enregistrés seront du voyage. La pression monte. Encore quelques minutes et le soulagement à l'autre bout de l'allée. Personnes seules, en couple ou famille entière, tous sont réunis, place à l'aventure. Bonjour. Pendant 2 jours,
ces touristes vont parcourir une partie de la région du littoral. Coût global de l'Odyssée, 500 000 francs CFA environ pour une quinzaine de personnes, toutes charges comprises. 8h30, nous quittons le centre-ville de Douala, chef-lieu de la région du littoral. Le cortège se dirige vers le département du Mungo. Nous sommes samedi matin. Sur la chaussée, les traces de la forte pluie qui s'est abattue la veille sont encore visibles. Nous redoutons les légendaires embouteillages sur le pont sur le Vouri, malgré l'ouverture du second pont à la circulation. Anxieux, nous amorçons le gros œuvre. Le soulagement est immédiat. La circulation est fluide. À l'horizon, nous pouvons même apercevoir le mont Cameroun encore en proie à la brume. Malgré sa colère, le ciel retient ses larmes. 2 heures de route plus tard, nous voici en Monjo. Petite bourgade située sur la nationale 5 Douala-Konsamba. Cette commune rurale de la région du littoral camerounais est située au nord du département du Mungo. À un jet de pierre de cette paroisse se cache une merveille de la nature, les chutes de la Dibombe. Simon, membre de l'association Kenneth Discovery, sera notre guide pour la circonstance. Cette chute, elle a 2 versants. Et pour y arriver, il faut passer par les chemins de cacao de la paroisse. Alors là, je suis avec une équipe forte que vous verrez tout à l'heure. Alors on va visiter les chutes tout doucement, on va prendre du temps. Et après, toujours pas très loin de la paroisse, il y a aussi les chutes de Popo qu'on ira visiter tout à l'heure. La particularité de ces 2 chutes, c'est qu'à la Dibombe, on arrive presque en profil de la chute. Mais aux chutes de Popo, on arrive au-dessus. Donc c'est-à-dire, on est comme, on surplombe la chute, quoi. Alors là, oui, et c'est des sites pas répertoriés. Tous les villageois, ils considèrent ça comme des rivières où ils lavent des habits, je sais pas, où ils pêchent des poissons, qui permettent d'irriguer les champs. C'est à travers ces plantations que nous nous frayons un chemin jusqu'au site. Je vous ai dit qu'on passait pas des chemins bizarres, donc comme ce n'est pas des sites répertoriés, personne ne prend soin. Ronces, branches d'arbres et autres roches ne découragent pas les aventuriers. Une fois aux abords des chutes, l'émerveillement est total et la curiosité sans limite. Les plus hardis s'engagent à rejoindre le pied des chutes. La traversée relève du parcours du combattant. La zone est enclavée et les roches glissantes. Mais il en faut bien plus pour décourager ces touristes. Une fois les obstacles bravés, certains immortalisent ce moment inoubliable. Nous sommes à la chute de la Dibombe. Là, nous avons fait une traversée jusqu'à l'autre versant de la chute. Et nous sommes en train de retourner au véhicule. Mais vous voyez, tout le monde est très content, ça c'est une épreuve, mais ça a quand même boosté, ça a regardé tout le monde. Ce n'est que le début de l'aventure. Je suis Danielle, aventurière, et ici dans les chutes de la Dibombe, où je fais l'expérience pour la première fois, en fait, et je trouve assez magnifique. La richesse de notre terroir camerounais dans la partie du Mungo. Et c'est vraiment agréable. La fraîcheur, la qualité de l'eau, la beauté des chutes.
et je dirais même le caractère accueillant de la nature. Après la Dibombe, cap sur Popo. Les populations nous servent de guides. L'accès est plus aisé. Nouveaux paysages, même curiosité. Nous sommes finalement arrivés au chute de Popo, comme prévu. Et là, voilà, c'est une chute du village, toujours de Manjo, à quelques 3-4 mètres de la chute de la Dibombe. Mais comme vous pouvez constater encore, c'est une chute très belle. Et où nous sommes placés actuellement, nous sommes sur une grotte qui n'est pas très entretenue aussi. Et selon les riverains, c'est une grotte qui habite beaucoup de varans. Alors souvent ils sortent, souvent on essaie de les attraper. Mais ce n'est pas entretenu. Et puis voilà, ça s'appelle la chute de Popo. Buanderie à ciel ouvert, cette chute est le terrain de jeu de prédilection des jeunes du coin. Pendant que certains touristes jouent les explorateurs, d'autres dégustent les spécialités locales, le plantain cuit à la braise. De retour de l'exploration, les aventuriers ont un dernier désir à assouvir avant de quitter les lieux. Hey, on part. Je pense que c'est une belle aventure. Comme de l'autre côté, on s'est encore dépensé. On a traversé les superstitions du village. Et les a priori que les gens allaient loin. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'était pas prévu, il fallait juste descendre. Après cette escale, nous reprenons la route. À peine sortis des sentiers rocailleux, nous sommes stoppés net par un pneu endommagé. De chauffeur à guide touristique, Simon fait valoir son talent de mécanicien avec l'aide de Christian, vice-président de l'association Kenneth Discovery. La grâce de Dieu nous précédant, nous continuons le voyage serein. « 45 minutes plus tard, nous posons nos valises au monastère des franciscains d'Emmanuel de Melon 2. Le frère Sylvestre Sewon Seka, moine franciscain, nous réserve un accueil des plus chaleureux. C'est en ce lieu saint que nous passerons la nuit. Après un déjeuner savoureux, chacun s'offre un repos bien mérité. Des activités ludiques sont proposées aux plus téméraires. Une fois le dîner achevé, les batteries sont à plat. Impossible de suivre le programme qui prévoyait une virée en boîte de nuit ou une sortie au cabaret de Konsamba. Les touristes cèdent au bras de Morphée pour un sommeil paisible. Et la nuit s'étend sur le village. Merci à Merveline Tapi et Brice Lionel Fotso pour ce reportage qu'ils ont donc ramené des chutes de Dibombe et de Popo. On était là à Manjo. Vous savez bien, Monsieur Mitsa, que le tourisme local, pour qu'il soit promu de cette façon, vous avez pu le voir, doit avoir à l'origine des initiateurs, des promoteurs privés. En l'occurrence, c'est une jeune Camerounaise qui, à travers son association Kenneth Discovery, a organisé ce séjour. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Quelle appréciation vous faites de ce type d'initiative personnelle, j'allais dire? Je souris simplement parce que j'ai pas envie de lui dire quelque chose, mais j'ai envie de lui redire quelque chose parce que j'ai eu la chance de la rencontrer dans nos locaux il y a environ un peu moins d'un an, où forcément elle me parlait de ce type de projet. J'ai envie de l'encourager, j'ai envie de dire que c'est vraiment intéressant, c'est inédit et que voilà, je souhaiterais éventuellement la rencontrer de nouveau pour qu'on puisse continuer les projets qu'on avait lancés. Parce que là, en l'occurrence, elle conduit des touristes, des visiteurs sur un site qui reste aujourd'hui dans ce qui est considéré comme le potentiel. Parce que là encore, nous avons parti d'abord sur des sites non répertoriés, en tout cas par le ministère des Tourisme et Loisirs, vous-même à Jumia Travel.
Vous n'avez pas encore fait cette destination, pour la nommer ainsi. Alors, elle organise avec des coûts qui sont autour de 50 000 francs par personne le week-end. On est en plein écotourisme. Quelle est votre appréciation sur les coûts pratiqués par ces promoteurs, cette initiative privée précisément, où on a pu voir que ce séjour dans le Mungo va coûter 50 000 francs en moyenne par personne pour le week-end, avec un logement vraiment dans l'environnement, même l'alimentation est j'ai failli dire fait de produits locaux, mais en fait on mange comme tout le monde, c'est fait avec la participation des populations. C'est un coût, c'est ce que vous disiez en matière de coût accessible, pas très cher? Alors c'est une question assez complexe, je l'avoue, parce qu'il faut l'analyser sous plusieurs angles, sous plusieurs prismes. Parce que vous savez, le SMIC au Cameroun, c'est, je pense, moins de 30 000 francs CFA. Non, on est autour de 37 000 quand même. 37 000, d'accord. Donc c'est toujours quand même en dessous de 50 000 francs. Donc je dirais que c'est relativement accessible. Là, je pense à vraiment toute la population camerounaise. D'aucuns me diraient, est-ce que dans les autres pays, c'est tout le monde qui voyage, etc. Mais soyons optimistes. C'est relativement accessible pour tout citoyen qui planifie. Je reviens encore une fois de plus sur l'éducation, c'est-à-dire qu'ailleurs, nous avons des expatriés qui arrivent ici, parfois qui exercent dans leur pays d'origine des métiers et des professions considérées comme sots au Cameroun, qui arrivent avec du cash, qui logent dans de beaux hôtels, qui découvrent le pays, tout simplement parce qu'ils ont planifié. Mais justement, M. Mintia, est-ce que l'une des faiblesses, mais qui n'en serait pas une au plan commercial, c'est de pratiquer des prix en fonction des clients, pas forcément des destinations. Et donc quand vous annoncez un pack pour un séjour dans une région précise, sur un site touristique précis, comme vous avez ciblé les touristes expatriés, enfin des touristes étrangers, des expatriés vivant au Cameroun, des banquiers, le jeune conducteur de moto-taxi que vous avez pris tout à l'heure en exemple, je ne sais pas pourquoi, il ne se retrouve pas. Parce que vous avez un autre public cible. Concernant Jumia Travel, pour parler de ce que je maîtrise assez bien, nous, vraiment, nous sommes la vitrine de tout ce qui se fait en matière hôtelière au Cameroun. C'est-à-dire que nous nous assurons juste que le minimum, que ce soit décent, que ce soit qu'on ne se retrouve pas confronté à certains risques de maladie, etc. Mais il y en a pour toutes les bourses chez Jumia Travel. Et vous rassurez que les prix pratiqués en règle générale, vous n'êtes pas l'autorité en la matière, mais que les prix pratiqués en règle générale correspondent aux charges et à la valeur des sites que l'on va découvrir. Oui. Maintenant, pour revenir à ce reportage, aujourd'hui, dans la conscience collective camerounaise, j'essaie un peu de me mettre à la place parce que forcément, à un moment donné, j'ai eu ce réflexe. D'aucuns vous diraient pourquoi dépenser pour souffrir? Pourquoi dépenser pour souffrir? Vous parlez là des voies d'accès, des conditions d'hébergement qui ont beau être écotouristiques, mais qui peuvent être quand même un peu pénibles. Oui, en général, quand même, on a nos centres de loisirs. Ça pose la question de l'aménagement et de la restauration même des sites qui existent. Exactement. C'est-à-dire que vous avez ces chutes-là qui sont accessibles, c'est-à-dire que visibles, disponibles quand même, c'est-à-dire que la population voit les chutes, mais ce n'est pas accessible. Ça pose vraiment le problème de l'aménagement. Et là, qui a la charge de cela? Forcément, c'est les populations, c'est la commune, les communes urbaines, c'est l'État. Et au-delà de tout, c'est l'État. C'est l'État. Absolument. Alors, on sort de ce reportage initiative donc, de l'association Keinec, conduite par Eva L. C'est une consoeur, donc effectivement, nous la saluons particulièrement. Pour vous demander, avant de la recevoir à Douala, dans vos bureaux, quelles suggestions vous pourriez lui faire? Tout simplement, ce serait bien de se rapprocher des opérateurs touristiques sans préjugés qui ont de la bouteille, une puissance financière relativement plus importante. Aussi. Parce que ce que j'ai vu, je conclus qu'elle a vraiment une expertise sur le terrain et qu'il y a pas mal d'opérateurs touristiques qui pourraient vraiment travailler avec elle et chacun pourrait tirer son épingle du jeu, que ce soit elle,
que ce soit ces opérateurs-là, que ce soit le grand public. Je vous invite à faire un dernier arrêt, un autre voyage avant de sortir de cette émission. C'est la visite des chutes des Komkan. Nous sommes encore dans le Mungo et ce site répertorié par le ministère du Tourisme et des Loisirs a abrité le tournage du film Tarzan. Nous sommes là dans les années 80 et figurez-vous que le magasinier sur le plateau à l'époque y est encore et a servi de guide touristique à nos reporters qui reviennent donc des chutes des Komkan. Avec ce reportage, c'est Merveline Tapi et Brice Lionel Fotso une fois de plus. Réveil au petit trot pour nos aventuriers ce dimanche matin. Des exercices physiques sont prévus pour une mise en forme. D'abord des étirements, ensuite de la danse. De quoi préparer le corps à de nouvelles aventures. Ça danse le foot, ça parle le foot, toi en Afrique. C'est la passion, on est tous des fous de foot. Uganga Chingamoji, Uganga Chingamoji, Uganga Chingamo, on est tous des fous de foot. Uganga Chingamoji, Uganga Chingamo. Les batteries rechargées, le Robinson Crusoe des temps modernes s'engouffre dans la forêt sur les traces de Tarzan. À 9 km de Melon 2, on se croirait au bout du monde. Aucun poteau électrique à l'horizon, aucun réseau téléphonique. Nous sommes en plein cœur de la jungle. C'est dans ces boucaros aménagés par le comité de gestion du site que se font les formalités administratives donnant accès aux chutes des Komkan. Patrick Zanga sera notre guide pour cette étape riche d'histoire. Alors l'histoire est très longue, c'est en deux phases. La première, c'est la découverte des chutes en fait. C'est quoi? C'est un couple marital qui vivait la forêt. À notre extrême droite, de l'autre côté, en montagne. Un couple marital, c'est-à-dire que c'était un homme et une femme. Des villageois, camerounais bien sûr. Alors là, le mari était chasseur, il tendait ses pièges. Un jour, il se déporte et longe tout le long de la forêt. Il entend donc un bruit. Hello, voici l'histoire de la chute qui est racontée par le guide. Il est donc là, il descend, il suit le bruit des chutes. Il descend des montagnes, il descend, il arrive et voit quelque chose. C'est tout blanc. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est des bouts de coton? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il s'écrit, et comme notre langage, langue maternelle, pardon, en langue maternelle, ça veut dire formidable. Quelle langue? Langue Mbo. Mbo. Et même chez les côtiers, c'est formidable. Et comme Dingo. Voilà, c'est formidable. Ouais. Alors ils rentrent donc dans leur village là-bas et communiquent la nouvelle. J'ai vu quelque chose et comme formidable. Les gens descendent voir le formidable. Le formidable, c'est les chutes. Voilà comment la nouvelle se répercute. Et maintenant, les gens sont obligés de venir rester à Ekom qui est formidable. Il y a des gens, les habitants maintenant de ce village Ekom sortent et de l'Ouest Cameroun et des villages environnants, c'est-à-dire à Munkor, à Sundop et même à Bayon, à la route nationale. Ouais. Donc les gens sont regroupés pour former le village Ekom. D'accord. Ok. Et quand les gens forment le village Ekom, est-ce que Kam c'est la colline? Kam c'est pas la colline, Kam c'est le nom du fleuve. Ah, Kam c'est le nom du fleuve. Oui. Le fleuve qui fait Ekom. Parce qu'il y avait des groupes de personnes qui descendaient, ça se voit.
Ouais, c'est l'inverse. Quand on sera en bas, il y a d'autres petits trucs. Ici s'organisent mariage, cocktail et il est même possible de camper sur le site. Mais la plus grande attraction, ce sont ces chutes vertigineuses. 80 mètres de hauteur, elles comptent parmi les plus hautes au Cameroun. Elles seraient selon le guide classées deuxième chute les plus hautes d'Afrique après le Zambèze et quatrième mondiale devant le Niagara qui fait 59 mètres d'auteur. On compte environ 800 visiteurs par an. Des touristes locaux pour la plupart, par groupe de 20 à 30 personnes par jour. Pendant la saison haute, notamment les vacances de Noël, la Pâques et les grandes vacances. En 2014, l'accès au site était fixé à 2000 francs CFA. De nos jours, il faut débourser la somme de 3000 francs CFA et prévoit 500 francs CFA pour l'appareil photo. Contrairement aux deux précédentes autres chutes que nous avons visitées, celle-ci a été aménagée par le ministère du Tourisme. Le ministre du Tourisme a mis sur pied un comité de gestion et c'est juste pour aménager un peu plus, surtout la propriété et entretenir, bref, les sites. « 325 marches enfouies dans le sol pour faciliter le déplacement dans cette vaste forêt. À chaque palier, un nouveau paysage s'offre à nous. C'est dans ce décor grandeur nature qu'a été tournée une partie du film Greystock, la légende de Tarzan de Hugh Hudson, sorti en salle en 1984. Alors, âgé de 27 ans, notre guide touristique joua le magasinier sur le plateau de tournage en 1983. Voilà par exemple l'arbre de Tarzan, il a perdu une branche, la branche principale qui était horizontale. Bon, il y a longtemps, le film a été tourné, la branche s'est écoulée. Mais c'est l'arbre de Tarzan. Et est-ce que le tournage du film a bénéficié à la zone? Même pas, ça n'a rien bénéficié. Ces gens sont venus et ils sont occupés de la hiérarchie, c'est-à-dire que du Mintoul à Yaoundé, rien d'autre. Mais la main d'œuvre était bonne. La réalisation de cette grosse production du box-office en ces lieux demeure une fierté pour les populations riveraines. La fierté pour nous déjà, c'est qu'il y a eu beaucoup de publicité à travers le cinéma Greystock. C'est pour ça que beaucoup de gens ne cessent d'arriver, de visiter les chutes. Et le ministère maintenant a commencé ses investissements. L'exemple, les escaliers, ils ont fait 325 marches. On est en construction avec un bungalow et on a un forage et puis l'électricité en cours. C'est déjà beaucoup pour les chutes de com. C'est ça qui fait ma fierté. Petite pause avant de se rendre sur les hauteurs de la chute. Vu d'en haut, c'est un paysage de cartes postales qui s'exhibe à nos pieds. Même à 80 mètres d'altitude, le goût de l'aventure est sans limite pour certains. Pour d'autres, sentir l'eau ruisseler sur leurs pieds procure le plus grand bonheur. Obnubilés par ces clichés, nous ne voyons pas le temps passer. Une aventure que Viviane, mère de famille, a décidé de partager avec ses enfants. J'ai décidé d'embarquer les enfants parce que je voulais qu'ils découvrent les sites qu'on a au Cameroun. Le voyage était bien. C'est vrai que pour avoir accès à certains sites, on a eu quand même des difficultés. Par exemple, celui de, c'était quoi, Manjo. Oui, il a fallu ramper vraiment pour arriver, mais
à la fin, c'était bien parce que les chutes étaient très belles. Dans les derniers voyages qu'on fait, c'est pas souvent comme ça. Les trucs d'escalade, les chutes et tout ça, et je trouvais que c'était fun en fait. Est-ce que c'est des zones que tu connaissais ou tu découvres ça pour la première fois? Je découvre ça pour la première fois. Et comment tu trouves? Que c'est chouette. Et s'il fallait le refaire, je le referais encore. En à peine 1 an et demi d'existence, l'association Kenneth Discovery a déjà organisé une dizaine de voyages comme celui-ci à travers le triangle national. Sa fondatrice Els Atok revient sur les réelles motivations d'une telle initiative. Kenneth est né de cette initiative. Il y a plusieurs années, on a constaté qu'on ne sait pas s'amuser, on ne sait pas vivre, mais surtout qu'on ne connaît pas son pays. Donc il était important pour moi de parler aux autres Camerounais qui ne connaissent pas le Cameroun, et de ceux qui n'ont pas comme passion le voyage. Mais pourtant on voyage beaucoup, mais quand on va dans les deuils, c'est souvent ça le voyage. C'est bien dommage, donc on a voulu créer une symbiose, une symphonie entre la nature, nous et les autres. Donc ça fait 3, la nature, nous et les autres. Et les excursions, le seul endroit où on n'a pas le temps de manipuler son téléphone, de rester connecté sur WhatsApp, mais de découvrir autre chose, les herbes, les feuilles, les autres. C'est de ça que naît Kenneth Discovery. Les inscriptions se font en ligne pour toute personne désirant faire partie de l'aventure. Les coûts varient d'une destination à l'autre et il est même possible d'organiser des voyages pour des particuliers. On est une petite association d'une à peine 5-6 personnes. De temps en temps, on a du soutien des autres qui sont là, mais ça marche à fond propre parce que notre objectif est bien plus dense que ça. C'est-à-dire on repère, on répertorie, on organise des circuits et on communique à ceux qui nous sont proches, aux autres. Ou alors sur la toile, on communique, allez on y va. Kenneth s'en va à Ekomkam, on vient, on rend visite à la population du village. Quand les entreprises nous accompagnent souvent, on leur demande des cadeaux, des paquets, parce que ici vivent des populations qui ont besoin de papier hygiénique, de serviettes de table, de produits qui sont faits par les Camerounais. Et vous savez, quand une entreprise le fait, les populations rurales n'oublient jamais. Et même, ça devient comme une espèce de partenariat. Mais ça, c'est ce qu'on fait, venir visiter l'endroit, mais ne pas partir comme ça, donner des petits paquets à ceux qui sont là, à ceux qui nous accueillent, à ceux qui partagent le week-end avec nous. Vous êtes intéressé à un voyage, on a deux types. Soit vous nous appelez pour qu'on vous programme une excursion en privé. Là, ça reste véritablement du privé. On a des groupes de personnes, d'associations, d'entreprises. Ou alors, on a des excursions publiques qu'on organise. Il y a des conditions sur chaque excursion. Donc, ces conditions sont respectées. Il faudra aussi qu'on donne aussi des fiches médicales pour être sûr que vous n'avez pas un bobo. Il ne faut pas gérer les choses comme ça. Parce que même si on a de temps en temps une infirmière qui voyage avec nous, et sur le plan sécuritaire, on a la chance d'avoir quelques personnes qui s'y connaissent, qui y travaillent. Les conditions ne sont pas si difficiles que ça. Vous aimez le voyage, vous aimez la découverte, vous aimez rester avec les autres, ou alors vous ne connaissez pas, pourquoi ne pas partager cette expérience? Voilà, c'est la simple condition. Eh bien, juste ça. Après environ 3 heures passées à explorer les richesses d'Ekomkam, certains touristes ont encore assez d'énergie pour valser avec l'eau. D'autres sont à bout de souffle. Le virus de la jungle se propage. Il est temps de retourner à la civilisation. Ça brûle de la jungle. Je suis fier de toi et tant que je vivrai. Alors Yann-Marie Minsa, on est un peu intrigué de voir qu'un site qui a vu le tournage de quelques scènes du film Tarzan, on l'a dit en 1983, aujourd'hui ne connaît que quelques 800 visiteurs par an.
C'est un site répertorié, connu du ministère du Tourisme et des Loisirs, où il y a des choses à voir et à faire connaître. Qu'est-ce qui ne marche pas bien? Simplement, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience parce que moi, j'ai envie de vous retourner une autre question. C'est aujourd'hui au Cameroun, il y a l'essor du cinéma, de la musique, etc. J'ai envie de vous demander combien de films ont été réalisés près de ces sites touristiques-là. Donc déjà... vous indiquez là une piste, hein, je voudrais vous répondre et vous permettre de continuer. C'est que l'industrie du tourisme doit s'accompagner justement d'une vision globale. Exactement. Doit appeler différents acteurs. On parlait tout à l'heure de l'accès à ces sites. C'est du domaine des travaux publics. Exactement. Là, vous parlez de l'industrie du cinéma qui peut faire chemin avec celle du tourisme pour que notre pays soit mieux vendu. Exactement, parce que le tourisme, d'une manière générale, en fait, c'est un peu la bannière. C'est la bannière d'un pays, c'est la bannière d'une nation. Donc, le tourisme intervient partout. Et le tourisme peut être aidé par tous les autres secteurs, toutes les autres parties prenantes. Donc, comment on va y parvenir? Nous sommes là à la fin de cette émission déjà avec ce 4e reportage d'où nous sommes revenus des Comcan. Comment on va faire justement pour que tous les Camerounais aient de l'engouement à développer dans le tourisme? Vous l'avez dit, bannière, c'est-à-dire porte d'entrée, première chose qu'on doit voir, ouverture sur notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Jumia Travel? Déjà, nous, employés de Jumia Travel, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à aimer notre pays. C'est-à-dire qu'on apprend véritablement à aimer notre pays en le découvrant. Bon nombre d'entre nous ont vraiment découvert le potentiel du Cameroun en travaillant pour Jumia Travel, c'est-à-dire en se baladant, en visitant des sites touristiques, en visitant même les hôtels des régions reculées, etc. Nous invitons les Camerounais à faire de même. Nous invitons les enseignants à en parler du Cameroun, parler des sites touristiques qui sont forcément chargés d'histoire. Parce que l'histoire se déroule quelque part, l'histoire se déroule sur un site qui, lorsque l'événement est assez exceptionnel, devient forcément touristique parce que les populations migrent pour un peu méditer. Par exemple, je prends un cas assez simple. Parlant d'Oumniobé, par exemple, un martyr, ça pourrait être un site touristique, simplement. On a également, je crois, du côté du sud-ouest, cette espèce d'ouverture sur la mer où on déportait les esclaves. C'est un site touristique. Donc il faudrait que les Camerounais se réapproprient leur histoire, apprennent à aimer leur pays de la meilleure des manières, en le découvrant, en faisant la promotion du tourisme, en investissant, en mettant une pièce dans l'assiette pour que ça puisse se développer. Une fois encore, l'État ne peut pas tout faire. Je vous ai rappelé que la contribution du tourisme au PIB de l'État aujourd'hui est de l'ordre de un peu plus de 5%. Vous avez l'agriculture qui est de 22%, qui est forcément vitale. Vous avez l'industrie, vous avez d'autres secteurs d'activité. Forcément, il faudrait que nous, les Camerounais, on s'investisse pour que le tourisme aille de l'avant. Et je précise que beaucoup de choses sont en voie d'être faites. Et l'une des choses qui est faite, c'est que Stratégie fait connaître ce pays. Nous sommes à la 2e édition consacrée au tourisme, au potentiel touristique camerounais et il y a d'autres éditions à venir. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui viennent de suivre le Country Manager, c'était notre invité, Country Manager de Jumia Travel, Country Manager donc Cameroun. Ouais. Merci à vous, Yann Marie Minza, d'être venu sur ce plateau de Stratégie. Je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on peut voir sur votre site à l'instant en rapport avec le tourisme camerounais? En rapport avec le tourisme camerounais, vous pourrez voir le site de Colandom, qui a également des hébergements. Vous pourrez voir, pour ceux qui aiment le tourisme classique, vous pourrez aller à Kribi, découvrir des hôtels paradisiaques que je ne citerai pas ici. Vous pourrez par exemple des hôtels de luxe à Douala à des tarifs vraiment exceptionnels. Vous avez des 3 étoiles à 25 000 francs des fois. J'espère qu'après cette émission, vous allez y mettre des sites touristiques ancestraux à découvrir également pour tous ceux qui vont parcourir votre site. Mesdames, Messieurs, cette édition de Stratégie spéciale tourisme avec un focus sur l'écotourisme dans les régions du Sud et le département du Mungo s'achève. C'est notre contribution à l'essor de l'industrie touristique au Cameroun. La rédaction par ma voix vous remercie d'avoir regardé et vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition de votre magazine.
Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.